Située au sud de Mandelia, dans la province du Chariba-Girmi, la cité de Lugungana fut fondée par le peuple Kotoko il y a déjà plusieurs siècles. L'agglomération, qui compte aujourd'hui 8 quartiers où cohabitent des centaines d'âmes venues des 4 coins du Tchad, est bâtie dans une plaine alluvionnaire qu'arrose le fleuve Ngulkula de ses eaux débordantes en saison d'hivernage. Comme à l'accoutumée, Lugungana organise la pêche traditionnelle annuelle dans le Ngulkula, le cours d'eau qui lui donne sa raison d'être. Et comme de coutume, les notables de Lugungana se sont retrouvés sous l'arbre à palabres du village pour évoquer les mémoires de cette cité transmis oralement de génération en génération. Suivons donc cette histoire d'amour entre Lugungana et Ngulkula pour appréhender cette pêche annuelle héritée, semble-t-il, de leurs ancêtres les Sao. Lugungana, notre village, avait été fondé par nos ancêtres les Sao sur le site appelé Kankan, il y a des siècles. Nos ancêtres pêchaient dans ce bras du fleuve Logon pour se nourrir. Mais des crocodiles et des hippopotames détruisaient leurs arsenaux de pêche. Aussi, avaient-ils immigré pour venir s'installer sur ce site de Lugungana. Beaucoup de leurs frères Sao les avaient rejoints par la suite. En face et de l'autre côté du fleuve, il y a le village de Lugumbirni. Nous, les Kotoko, l'appelons Lagwan, car il est situé de l'autre côté du fleuve, tandis que la terre de ce côté est nommée Logon. Ainsi, nous avons 2 villages frères, Lagwan-Birni de l'autre côté et Lugungana de notre côté ici. Les premiers habitants du village étaient des Kotoko, descendants des Sao, qui avaient fondé la cité. Nos ancêtres, les Sao, nous ont laissé un grand souvenir. Ils ont construit un grand mur d'enceinte autour du village pour se protéger des agressions extérieures. À la tombée de la nuit, ils fermaient les 3 portes pour éviter l'entrée des intrus. Ils ne les ouvraient qu'au petit matin. Nos ancêtres, les Sao, étaient des grands pêcheurs. Ils nous ont laissé la tradition. Ainsi, la fête de la pêche dans le fleuve Ngulkula avait commencé avant l'indépendance. Avant l'arrivée même des Blancs, nous fêtions déjà la pêche dans le Ngulkula. En rappel, le village de Lugungana a connu l'invasion du conquérant Raba. Celui-ci a assiégé le village pendant des mois. Personne ne pouvait ni entrer ni en sortir. Heureusement, le fleuve Ngulkula a continué à nourrir la population de ces poissons. Finalement, Raba a cassé les portes du village et y est entré avec ses troupes. Ils ne s'en sont retirés qu'après l'avoir détruit. Après Raba, les habitants ont décidé de célébrer une fête en l'honneur du fleuve Ngulkula qui les a sauvés. Un jour de pêche et de fête a été décidé et tout le monde y a participé. Jadis, il n'y avait pas encore de frontières entre les pays. Aussi, on ne distinguait ni Camerounais ni Tchadiens. Nous fêtions donc tous ensemble le Ngulkula dans l'allégresse. Une autre chose importante, personne ne sait d'où étaient venus les Sao, mais nous les Kotoko sommes leurs descendants. Vous voyez, nous les Kotoko appelons notre fleuve Ngulkula Lubalbuta, parce que quand nos ancêtres Sao s'étaient installés,
ils envoyaient les jeunes pêcher du poisson dans ce fleuve pour se nourrir. C'est ainsi qu'est né le nom Ngulkula. Vous autres, vous dites Ngulkula, mais nous, Kotoko, nous appelons notre fleuve Ngunakula. Quant à la fête, elle a été toujours l'affaire de tout le monde. Au jour fixé, les gens venaient du Nigeria, du Soudan, de la Centrafrique, du Cameroun et du Tchad. Ça a été toujours la fête du rassemblement. Avec le changement climatique en cours, les choses ont commencé à basculer négativement. Ainsi, pendant certaines années, il n'y a pas assez de poissons, surtout s'il n'a pas assez plu. Généralement, s'il pleut abondamment, il y aura aussi abondamment de poissons. En effet, les poissons accroissent en période de crue, les fleuves et les lacs gonflent en eau, les poissons quittent le lac et remontent le courant vers la Centrafrique, le Congo ou le Gabon. Quand nous constatons cette immigration, nous interdisons la pêche dans le fleuve pour permettre aux poissons de s'installer. En période de décrue, nous installons rapidement les barrières pour empêcher les poissons de repartir. Cette année, par exemple, il n'y a pas de poissons parce qu'il n'y a pas assez plu. Quant à la pêche, elle est l'affaire de tous les Tchadiens. À l'occasion, nous invitons même les ambassadeurs qui acceptent volontiers d'y assister. Ça a été toujours l'occasion d'une grande fête. Cette année, exceptionnellement, nous n'avons pas invité les voisins parce qu'il n'y a pas de poissons. La mise en défense, quant à elle, débute dès que l'eau commence à se retirer des plaines. Le sultan fait annoncer à la population cette mise en défense que tout le monde doit respecter sous peine de sanctions. Nous formons à cet effet des groupes qui se relaient pour la veille. En termes de problèmes, notre village Lugungana en connaît de sérieux. D'abord, le manque de route. L'accès au village est très difficile pendant l'hivernage. Sans pirogue, vous ne pouvez pas arriver au village en juin et juillet. Le manque d'hôpital et de maternité est un autre frein du l'épanouissement sanitaire. Il nous faut un vrai dispensaire et ambulance pour soulager les femmes en travail. Nous souhaitons de l'aide pour construire de vraies digues autour du village. Nous sommes le seul grand village sans une digne école. Comment allons-nous instruire nos enfants à l'avenir? Enfin, nous vous rappelons qu'il n'y a pas de poissons dans le fleuve à cause du changement climatique. Donc, beaucoup de gens sont répartis à la terre. Nous avons donc besoin de tracteurs pour labourer et pour implanter des vergers. C'est un cours d'eau que vous le voyez, c'est un cours d'eau mais ça fait partie des bras du fleuve Logon. C'est comme ça que les gens, les autochtones ont initié l'idée, avant même l'indépendance, de créer cette défense dans ce point d'eau que vous le voyez. Ce point d'eau, c'est un bras qui s'étale jusqu'à 7 km de longueur. Et chaque année, les gens font la pêche en évitant les autorités, même les étrangers. Pourquoi j'ai dit les étrangers? Parce que les Camerounais, même, ils traversent, ils viennent. Ils viennent, comme vous regardez même dans l'eau, il y a plein même de filets que vous avez constaté, plein de pirogues. Et tout ça là, les gens ont initié ça. Alors, mais en accord aussi avec le service de la pêche. Le ministère de l'Environnement est très content de cette initiative parce que ça fait partie de la biodiversité
hein, de biodiversité et des changements climatiques, tout ça là, ça joue un rôle très important. Ça fait partie aussi des aliments que la population mange et on peut même, la population peut même évoquer ça pour le commerce. La mise en défense, comme je l'avais dit, c'était sur l'idée ou bien l'initiative est venue même des propriétaires, c'est-à-dire des autochtones même qui sont là sur place. Ils ont trouvé que quand on va cueillir ça, peut-être ça va pérenniser les ressources halieutiques parce que ça va gérer un peu, ça va être géré un peu parce que quand on va laisser ça comme ça, les gens vont tout piller. C'est-à-dire pendant le moment de crue, les poissons, vous savez que presque, bon, ça quitte de loin vers le lac Tchad. Ils partent en amont, en migration. Mais quand ils partent en migration, la population, quand la population constate que les poissons sont en déplacement en migration, et ils ouvrent la rentrée de ces ressources halieutiques là dans ces bras, arrivé là, et quand ils constatent que l'eau commence à retirer, parce que quand l'eau remonte, il y a la migration. Mais quand l'eau redescend, c'est-à-dire le moment de décrue, les poissons, vous voyez, c'est la zone constituée de plaines. Les poissons qui sont partis dans la plaine pour se reproduire. Mais quand l'eau commence à redescendre là, ces poissons sont en tendance pour regagner le lit de fleuve. Mais quand la population constate que oui, les poissons maintenant ils sont en train de regagner le lit de fleuve, eux aussi ils barrent avec les sécos, ils construisent quelque chose pour barrer, pour que les poissons qui sont déjà dans ces bras-là ne repartent plus dans le lac Tchad ou dans le fleuve. Oui, bon, l'homme africain a la mentalité, mais seulement on ne peut pas exploiter la mentalité comme il le faut. C'est comme ça que les gens ont trouvé que non, ce qui est important, il faut qu'on empêche les gens de pêcher. C'est comme ça qu'ils mettent la défense de ce point d'eau-là, juste pour gérer et pour pérenniser ces ressources. Vous avez constaté que le fleuve, à l'heure où nous parlons, le fleuve, il reste que des sables. À l'heure où nous parlons, la pêche a eu lieu hier, le 30 janvier. Mais quand vous partez dans le grand fleuve, il reste que des sables. Il n'y a pas de poissons. Les gens passent la journée, les pêcheurs passent la journée, même la nuit, et tout ça, mais ils ne trouvent même pas à manger. C'est une conservation qui a donné vraiment la joie aux services techniques de ces milieux, à la direction, même au département, même les autorités, à la présence du gouverneur, du préfet, et tout ça qui était hier, et tout le monde était content.
Concernant la technique de transformation, le poisson est tellement lavé très bien et en même temps est fendu. Et on enlève toutes les viscères. Et en même temps, il est séché au niveau du four avec les rognons. En même temps, il est mis sur les clés de séchage jusqu'à ce que le poisson, pendant au moins 2 jours, 3 jours, quand il est déjà bien fumé, il est vendu aux populations. En même temps, nous avons les étrangers qui viennent acheter sur place ici pour être amenés chez eux au Cameroun, soit au Nigeria, soit au niveau dans la région du sud, soit vers le nord aussi. Les poissons d'ici sont vendus là-bas. Nous formons les femmes à cette technique de transformation. Technique de transformation en séchage et en fumage. En même temps, il y a une autre technique que j'aimerais que le gouvernement prenne en considération, surtout concernant les déchets de poissons. Quand les déchets de poissons sont jetés ainsi, ce n'est pas quand même fini. Nous devons chercher d'abord les bacs à ordures. Nous allons mettre tous les déchets. Nous allons mettre les déchets. Normalement, le déchet ne doit pas être incinéré. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est la matière organique. Nous pouvons transformer ces déchets en engrais liquide, soit en alimentation de volailles, soit en alimentation de poissons, ou en compétition avec l'homme. Nous savons bien que les déchets de poissons est la matière organique. Ils peuvent être collectés et en même temps broyés et mettre dans des bidons pour être fertilisés pendant quelques temps, au moins 1 mois, pour être utilisés comme l'engrais liquide sur les différentes végétaux, sur les différents plants que nous produisons ici. Ailleurs, prenons l'exemple, même en Amérique, on traite les déchets de poissons. On les traite en engrais liquide, on les traite en alimentation de volailles, on les traite en alimentation des aliments. Et ça, j'aimerais qu'avec le gouvernement, il faut que nous essayons de voir ce programme-là. Quand on déciderait les déchets de poissons habituellement comme ça, ce n'est pas quand même faisable. J'aimerais qu'on le transforme. Parce que c'est une valeur ajoutée pour le pays. On peut lutter aussi contre l'utilisation abusive des engrais chimiques ou des pesticides sur nos différentes cultures que les gens utilisent souvent au bord du fleuve et ça pollue aussi les poissons. Même l'engrais de poissons que nous avons fait au niveau de marché de poissons à N'Djamena, nous avons fait l'exemple sur de différentes cultures telles que le maïs, en même temps sur les tomates, sur le riz et sur les oignons. Ça donne de bons résultats. Nous avons eu même des gens qui ont quitté ailleurs pour venir acheter. Jusqu'à maintenant, au niveau du marché des N'Djamena, on peut le trouver sur le marché avec les femmes là. Les bidons de 20 litres, nous avons à 7500. En même temps, nous mélangeons avec l'eau du marigot, soit avec l'eau du puits pour être privilégiés sur les différentes cultures. Ça donne des résultats vraiment favorables. Les gens ont demandé cette formation. Beaucoup de femmes ont demandé cette formation. Mais je ne sais pas, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu peut-être le financement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on transforme ce déchet en alimentation de volailles, alimentation de poissons. En faisant quoi? Nous retirons les viscères, les nageoires. Ouais, les nageoires. Nous les retirons les nageoires, nous les séchons, nous les écoutons, nous les lavons très bien avec de l'eau. Et nous les chauffons avec de l'eau pendant au moins à 70 degrés dans des engins marmites. En même temps, nous les écoutons. Après avoir écouté, nous les séchons au soleil. Après avoir séché, et nous les écrasons, nous moudrons les nageoires et nous les mélangeons avec les pâtes d'arachide, le son de mil, le son de maïs, tout enfin pour faire la formulation, pour donner aux volailles et en même temps aux bovins. Et c'est extrêmement riche en protéines. Concernant toujours les mâchoires, nous pouvons aussi, quand quelqu'un est déjà anémie de sang, on peut sélectionner ça. On peut sélectionner toujours les nageoires là. En même temps, mettre dans la marmite, très bien bouillir ça à 90 degrés. En même temps, faire aussi la soupe pour le donner, il peut se récupérer. En effet, la plupart des poissons pris sont aussitôt traités par les ménagères qui s'ingénient soit à les faire sécher au soleil, soit à les faire frire. Une bonne quantité de poissons est vendue sur les rivages même, où les revendeuses appelées communément mousseaux les achètent après de longs marchandages. Enfin, une bonne partie du poisson pêché est expédiée outre frontières. Concernant le poisson capturé dans notre
fleuve Ngargoula ici, le jour de Ngargoula. Les poissons aussi sont collectés par les pêcheurs, soit vendus à la population, soit transformés en fumage ou en séchage. Et nous avons, dans ce sous-secteur, nous avons deux qualités de transformation. La transformation de produits en séchage et la transformation en fumage. Comment ça se passe ici? Le poisson, quand il est déjà acheté par les marailleuses, les poissons sont d'abord très bien lavés, en même temps traités, éviscérés. En même temps, on coupe les arrêts, les nageoires, tout sont déjà coupés. Et ce poisson est encore relavé et fendu, en même temps est séché au soleil pendant au moins 72 heures, ou soit une semaine, pour être séché et vendu dans la localité, soit à nos voisins camerounais ici, soit dans tout le marché, soit transporté au niveau de N'Djamena, soit vers le sud. Nous avons les commerçants qui viennent aussi de Kélo, qui viennent aussi de Moundou, dans les différentes zones du pays, pour acheter sur place ici. À l'approche de la date de pêche, en effet, les huttes de fortune sont édifiées sur les berges tout le long du cours d'eau afin d'abriter les pêcheurs et leurs familles qui, pendant 2 à 3 jours, vont y séjourner. Véritable village sur les rivages, ces huttes servent également de magasins ouverts à l'occasion de la pêche. On y vend toutes sortes d'articles de première nécessité. D'une pierre deux coups, un comité de lutte contre le ver de Guinée a saisi l'occasion de la pêche dans le fleuve Ngurkula pour informer et sensibiliser les pêcheurs et leurs familles de la nécessité de se préserver de cette maladie invalidante et mortelle qu'est le ver de Guinée. Lugungana abrite un marché hebdomadaire qui tient lieu chaque jeudi pour le grand bonheur de ses habitants et de ceux des villages environnants. Lieu de rencontre, de partage et d'échange, le marché de Lugungana offre à tous ceux qui le fréquentent diverses gammes de produits de première nécessité, mais aussi des tubercules, des fruits, des légumes et objets d'art. C'est aussi une voie d'évacuation de bonnes quantités de poissons pêchés dans le fleuve Logone et son bras appelé Ngulkula.